La Fondation Konrad Adenauer, en partenariat avec Radio de la Paix, présente Pandémie des fake news. Pandémie des fake news, une émission où l'info se démarque de l'infox. Pandémie des fake news, une idée du programme Dialogue politique en Afrique de l'Ouest. Une présentation de Ben Diakité. Bonjour à tous, merci d'être là à l'espace Pandémie des fake news. Aujourd'hui, je reçois Delors Nesbond, web journaliste, fondatrice de Médias Citoyens, activiste des droits de l'homme, sensible à la cause de la jeune fille et de la femme. Avec elle, nous allons parler de la pandémie des fake news et nous allons parler du traitement de l'information. Nous allons parler des outils qui permettent donc de déterminer ce qui est vrai et ce qui est faux sur les réseaux sociaux. Et elle va nous accompagner durant une demi-heure dans le cadre de cette émission. Bonjour Delors. Bonjour Ben Diakité, bonjour chers auditeurs. L'invité. Merci beaucoup. Avant de commencer, nous allons partir à la présentation de notre invité. Nesmond Delors est une journaliste ivoirienne qui exerce dans les médias depuis une dizaine d'années. Après 7 années dans la presse écrite, cette journaliste et blogueuse démissionne pour se consacrer au journalisme en ligne. Nesmond Delors fait également la promotion des médias alternatifs auprès du public pour plus d'inclusion des jeunes et des femmes. En 2019, elle fonde avec des journalistes et des activistes l'ONG Opinion éclairée pour l'accès à l'information et la lutte contre les fake news. L'ONG édite ensuite le média alternatif dénommé le Média Citoyen. Le Média Citoyen est animé par des journalistes et des citoyens de divers horizons. La ligne éditoriale fait la part belle aux activistes et aux personnes ordinaires avec un accent sur les femmes et les jeunes. Le Média Citoyen refuse le financement d'acteurs politiques. Pour Nesmond Delors, les médias mainstream font déjà la part belle aux acteurs politiques et aux industriels et aux autres puissances économiques. Experte en éducation aux médias et spécialiste du fact-checking, elle enseigne aussi le journalisme web à l'Institut des sciences et techniques de la communication de Côte d'Ivoire, ISTC. En 2020, elle a participé à l'élaboration des curricula de formation en éducation aux médias et à l'information pour les universités ivoiriennes sous l'égide de l'UNESCO. Elle milite pour une communication proactive des organismes publics pour faciliter l'accès aux données et aux informations d'utilité publique, éléments clés de la participation citoyenne et de la démocratie. Diplômée des lettres option lettres modernes, elle est aussi diplômée en journalisme et communication. Lauréate 2017 au prix africain de fact-checking dans la catégorie francophone en Afrique du Sud, Nesmond Delors est par ailleurs prix d'excellence 2015 de la communication décerné par la République de Côte d'Ivoire. Nesmond Delors est lauréate 2014 et 2018 au prix Ebony qui célèbre les meilleurs journalistes ivoiriens. En 2019, elle a reçu un prix de la société civile pour son engagement citoyen. Nesmond Delors, vous avez suivi avec nous cette présentation qui a été faite de vous. Qu'est-ce que cela vous inspire? Est-ce que vous êtes satisfait de tout ce qui a été dit ou il y a des éléments que vous voudrez bien ajouter à ce qui a été dit? Je pense que cette biographie me convient. Enfin, elle parle effectivement de moi. Mais on remarque aussi qu'il y a un parcours assez riche qui est jalonné de beaucoup de prix. C'est important pour vous les prix, les distinctions? Pas pour moi personnellement, parce qu'après un prix, est-ce que l'activité, sinon le sujet qu'on a défendu dans notre article, est-ce qu'on a eu des réponses? On reste toujours parfois sur notre faim et c'est vrai que c'est pas toujours évident d'être heureux quelques années après les prix. Tout de suite sur le coup, on se dit waouh, ça permet de mettre en évidence la question qu'on a posée parce que vous serez reçu dans les médias et cela vous permettra par exemple de parler du travail des enfants, comme ce fut le cas en 2014 lorsque mon article sur la traite transfrontalière des enfants a été primé aux Ebony. J'ai eu la chance d'être invitée à certaines activités et j'ai pu parler au nom des enfants. Mais quelques années après, est-ce que la question est encore résolue? Est-ce qu'il n'y a plus d'enfants qui subissent la traite? Donc, avoir un prix, oui, mais après, comment se fait le sujet qu'on a traité sur le terrain? Comment il se manifeste? Est-ce qu'il y a des avancées? C'est ce qui va démontrer l'impact de notre travail, en fait. Si jeune et une carrière assez riche, cela vous convient? Je veux dire, mon parcours était un parcours normal. Je pense qu'il y a de nombreux jeunes dans mon cas, parce que moi, j'ai eu peut-être l'opportunité de vite travailler, d'entrer dans une rédaction pour la première fois avant 20 ans. Ensuite, je suis repartie à l'école et j'ai commencé à travailler très tôt, alors que j'étais encore étudiante. Et je pense qu'il y a des personnes qui ont ce parcours, c'est ce qui justifie que j'ai peut-être 12 ans de carrière aujourd'hui. Au cœur du sujet,
Au cœur du sujet nous permet d'aborder la thématique qui nous réunit dans le cadre donc de cette émission de pandémie des fake news. Aujourd'hui, le thème sur lequel nous allons échanger est médias alternatifs et la question des fake news. C'est quoi un média alternatif? Alors, comme le mot alternatif qui vient compléter média l'indique, c'est un autre média pour peut-être combler un vide parce qu'on a estimé que le média ordinaire ne remplissait pas toujours ce qu'on attendait de lui en fait. Donc c'est un peu cela les médias alternatifs. Et les médias alternatifs ne sont pas si nouveaux comme on va peut-être le croire à cause de la montée des nouveaux médias, mais non. Lorsqu'on prend le journal École, lorsque nous étions au lycée, on avait le journal de l'école. Le journal de l'école, ce n'est pas un journal reconnu officiellement dans la République qui émet par le ministère de la Communication, mais c'est un média de proximité, un journal de proximité. Et les médias alternatifs sont très souvent des médias aussi qui se veulent de proximité, qui sont des médias de la commune, de la ville, ou bien des thématiques spécifiques et tout cela. Donc, les médias alternatifs sont des alternatives, aux médias classiques. Alors, mais on sait que pour la presse, pour que la presse puisse tenir, puisse vivre, il faut des ressources, des moyens. Quel est le modèle économique de ces médias alternatifs? En général, les médias alternatifs ont un modèle économique basé sur l'économie solidaire. Donc, ce sont des modèles participatifs, ce sont des associations, des ONG, c'est la commune, la radio communautaire. Ce sont les communautés qui se cotisent pour pouvoir faire marcher le média en général ou bien les membres de l'association. Après, à côté de ce modèle participatif, il y a également l'appui des fondations parce que certains médias alternatifs peuvent traiter de la question environnementale et donc se faire accompagner par des fondations qui sont intéressées par la promotion peut-être de l'environnement sain et donc ayant des objectifs communs peuvent unir leurs forces pour atteindre le même objectif à travers le média alternatif. Alors, donc, est-ce que les journalistes qui sont dans ces rédactions de médias alternatifs sont confrontés aux mêmes réalités que les autres journalistes en termes de fake news, en termes d'exposition à des informations qui ne sont pas toujours vérifiées? Ils sont les plus exposés parce que généralement, qui sont les acteurs des médias alternatifs? En général, on n'a pas toujours des journalistes professionnels, donc pas des personnes rompues à la chose, je vais dire à l'éthique et à la déontologie, mais très souvent ce sont des médias militants engagés qui ont envie des débats d'un sujet peut-être politique, la démocratie ou bien les questions sociales et tout cela, et l'environnement, la santé, mais qui n'ont pas forcément la technicité. Donc oui, dans les médias alternatifs, le risque de propagation des fake news existe, puisque ce ne sont pas des médias ordinaires. Donc, ils sont confrontés à cela. Vous parlez justement des autres réalités des journalistes. Dans les médias alternatifs, on ne se considère pas toujours comme journaliste, en fait. Même si on produit de l'information, on ne se considère pas comme un journaliste professionnel, on se sent journaliste amateur. Et généralement, les médias alternatifs sont gérés par des amateurs. Mais de plus en plus, quand on regarde l'histoire des médias alternatifs, on voit que des professionnels démissionnent de la presse classique, des médias même en ligne, des industriels, des entreprises de presse pour revenir dans le média alternatif, c'est-à-dire faire du journalisme, du bénévolat. C'est ce qui fait la différence parce que dans le média alternatif, il y a l'idée de bénévolat. On ne considère plus le journaliste comme son premier métier qui va nous nourrir, qui va permettre de vivre au quotidien, mais comme un sacerdoce, un bénévolat en fait, une activité d'engagement parce qu'on pense que le média classique ne peut pas, à cause des pressions financières ou bien des publicités qui viennent dans le média aborder certains sujets, on est frustré et on se met dans le média alternatif pour quand même continuer de parler du sujet et sans pression extérieure. Alors le média alternatif, il tire ses ressources d'où? Parce que c'est vrai, pour aller à un reportage, il va falloir se déplacer pour rencontrer des personnes. Comme je le disais en début tout à l'heure, ce sont des médias participatifs. Donc, c'est le modèle économique participatif. C'est vrai, comme toute association, ils sont confrontés aux difficultés des associations parce que parfois, c'est le président de l'association sur qui pèse le financement lorsque le modèle économique n'est pas bien étudié. Mais je connais des médias alternatifs qui peut-être travaillent dans le développement durable, donc préfèrent vendre des produits bio et prendre ces bénéfices puisque dans le modèle participatif, on ne parle pas de bénéfices. Donc, pour le remettre encore dans le fonctionnement
du média. Ce sont des pratiques qui existent, en tout cas dans le monde alternatif. Il y a également les questions de consultance, des médias qui développent la consultance pour pouvoir financer le média, les activités au quotidien. Après, comme je le dis, c'est du bénévolat. Donc, ce n'est pas la première activité tous les jours des citoyens qui écrivent. Par exemple, ils peuvent être peut-être enseignants quelque part et puis, par moment, écrire pour faire du bénévolat. Alors, dans le cadre donc du média citoyen que vous dirigez cette rédaction, est-ce qu'il y a eu des cas de fake news qui se sont présentés à vous et comment est-ce que vous avez traité la question? Justement, puisque derrière l'histoire, tout à l'heure, on a écouté dans la bio, le média citoyen a été mis sur place par une ONG, Opinion Éclairée, qui travaille à l'accès à l'information et lutte contre les fake news à l'origine. Donc, une rubrique Info-Infos existe sur le médiacitoyen.com. Alors, lorsque une information circule sur les réseaux sociaux avec persistance, on fait une allégation. Et si la question intéresse le média citoyen, parce que nous ne traitons pas de toutes les questions du média citoyen, alors les journalistes ou bien les citoyens journalistes qui écrivent à le média citoyen récupèrent cette allégation et la vérifient. Ensuite, lorsqu'elle est vérifiée, elle passe dans la rubrique Info-Infos. On précise avec la sanction, c'est une information vérifiée ou pas vérifiée. C'est comme ça que nous travaillons généralement. Alors, est-ce que moi, en tant que journaliste, si je veux venir écrire sur un sujet, je peux venir et puis je dépose ma casquette de journaliste salarié ou professionnel dans une rédaction et puis je viens juste pour une collaboration sur un sujet que j'estime, qui me tient à cœur, que je vais développer dans votre média. Est-ce que c'est possible? Oui, cela est possible parce que en dehors des membres de l'association, il y a la possibilité de faire des piges à le média citoyen et sur la place, en tout cas, c'est pas pour faire de la publicité, le média citoyen a un tarif vraiment en termes de pigistes qui paye un peu mieux que même les médias classiques et les grands médias, les grands journaux papier ici sur la place. Donc, lorsque l'article est publié, bien entendu, il s'agit pour les piges de privilégier les grands genres, les grands reportages, le reportage, le dossier ou l'enquête ou une grande interview. Après, les comptes rendus ne sont pas, bien entendu, pris en compte dans les piges, en fait. D'accord. Donc, qui que vous soyez journaliste professionnel ou même si vous êtes un gérant de cabine et que vous voyez dans votre environnement, dans le quartier, des histoires que vous avez envie de partager, vous pouvez aussi écrire à le média citoyen. Alors, quelles sont des informations fake news que vous avez pu vérifier dans le cadre de médias citoyens? Oui, d'autres, après vérification, vous avez vu que c'était vrai et d'autres qui n'étaient pas vraies. Ce sont des allégations en lien très généralement avec les déclarations publiques des hommes publics. Des hommes publics, que ce soit des politiques ou bien des personnalités de la société civile. Ce sont très souvent ce genre de cas que nous traitons. Je me souviens qu'en 2019, l'une de nos journalistes a même été nominée au prix africain de fact-checking après avoir aussi écrit un article, vérifié des allégations sur les réseaux sociaux qui émanaient de journalistes professionnels, mais qui avaient fait des publications sur les réseaux sociaux et des chiffres donnés n'étaient pas cohérents et la vérification a prouvé que cette allégation n'était pas vraiment complète. Le fait de la semaine. C'est de revenir sur une actualité en termes d'allégations sur les réseaux sociaux qui vous ont marqué et sur lesquels vous voulez vous prononcer. Cette semaine, qu'est-ce qui a retenu votre attention? Alors, c'est intéressant. Sur les réseaux sociaux, il y a du tout, que ce soit de la politique, que ce soit de la culture, que ce soit l'éducation. Toutes les questions sont traitées. La question qui a retenu notre attention était plutôt people, BS people. Mais c'est là intéressant. On parle de people et c'est sérieux quand on est dans le monde de la désinformation. Les acteurs les plus exposés sont les personnalités publiques et parmi les personnalités publiques se retrouvent justement les people. C'est quoi les people? Quand on parle de people, ce sont des stars. Ce sont les stars de la nuit, de la musique, des arts et tout cela. Ce sont du showbiz surtout. Dans cette semaine, il y a eu 2 stars qui se sont clashées sur les réseaux sociaux. Ce qui veut dire? Ce qui veut dire qu'il y a eu, des palabres, voilà, donc des invectives de part et d'autre. Ouais. Et est-ce que les allégations que chacun faisait sorties dans les différentes vidéos sont vérifiées? Nous, on veut bien, cela attire la curiosité. Est-ce que ces allégations sont vérifiées? Parce que dans l'élan de colère et de vouloir faire mal, d'exposer l'autre, quand on regarde la typologie des fake news, de la désinformation en ligne, la question de l'atteinte psychologique aux personnes revient très souvent surtout des personnalités publiques. Donc, ce cas peut être examiné dans ce cadre des fake news en lien avec les personnalités publiques
public et surtout l'impact psychologique, parce que c'est une question qui est rarement abordée lorsqu'on parle de la désinformation. On oublie d'aborder la question de l'impact. Et si vous voyez cette année, le mois dernier, pour la semaine de l'éducation aux médias, on a insisté sur la question de l'impact de l'infodémie sur la personne humaine. Ce sont des violences psychologiques aussi et peuvent détruire l'homme, conduire à des suicides si on y prend garde. Peut-être que ces cas sont déjà arrivés. Je me souviens que récemment, le décès d'une dame qui avait fait un témoignage sur les réseaux sociaux qui a été ensuite traité de tous les noms parce que le pont entre la désinformation et le discours de haine, il est très étroit. Du coup, on est exposé, il est star de plus. Ah oui, la difficulté aussi, on n'a pas la capacité de vérifier les informations qui sont diffusées par ces personnalités du monde du showbiz que vous avez dit, les people. Et parfois, on se laisse prendre et c'est vraiment regarder et écouter. Il y a pratiquement plus de limites, comme les séries novelas. Tous les soirs, on a un nouveau feuilleton. Ça répond à quoi? Il n'y a plus de limites parce qu'il s'agit de biaiser la perception des gens. Et c'est la manipulation de l'information. Et parfois, même les stars même sont friands de cette attitude parce qu'il faut rester à la une de l'actualité. Il faut être toujours dans le cœur des mélomanes, se faire voir, se faire entendre et être présent sur la scène médiatique. Et donc, pour être présent sur la scène médiatique, certains acteurs people eux-mêmes commanditent ce qu'on appelle le bad buzz, juste pour attirer l'attention de leurs fans, pour attirer l'adhésion des fans. Et tout cela parce que peut-être dans 2 mois, on a un concert et on veut que les gens se souviennent de nous et viennent nombreux nous soutenir pour jouer sur l'émotion. Quand on parle de la désinformation, la question de l'émotion revient très souvent parce qu'il faut intoxiquer pour produire de l'effet. Et ça peut être la star elle-même qui commandite. Et quand c'est commandité contre la star parce qu'on veut aussi un effet déstabilisant pour cette star ou bien on ne veut plus qu'elle soit suivie par ses fans, on veut la détruire parce qu'il y a la concurrence ou bien, voilà, il y a toujours des intentions malveillantes derrière. Est-ce que ce sont des mises en scène ou ce sont des réalités ou bien c'est la course, comme vous l'avez dit, à l'exposition? Je vais donner une réponse qui tient compte des 2 aspects en fait. Non seulement ça peut être de la théâtralisation lorsque c'est commandité et que les 2 stars se mettent d'accord pour attirer l'attention et dans le monde du showbiz, c'est ce qui fait marcher, ce sont les clashs. On l'a vu dans les rap américains et qui a été un peu suivi dans le rap français et même à l'époque on parlait de Stezo et Almighty ici en Côte d'Ivoire. Ça harangue les foules mais les 2 ne sont pas forcément ennemis mais fait croire à l'opinion. Donc dans l'idée de biaiser la perception en fait, l'idée de biaiser la perception de l'opinion pour produire un effet peut-être marketing, on peut le dire ainsi. Mais dans la vie de tous les jours également, la manipulation, elle existe. Tout le monde veut obtenir quelque chose de l'autre. On est dans un monde de consommation, un monde d'intérêt. Et donc, pour défendre ses intérêts, parfois, l'homme lui-même, et ça, c'est une dimension encore sociologique, on va aller plus loin même que les fake news. L'homme a envie de paraître, de gagner. Et donc, dans cette quête d'être, il a aussi, ces méthodes dont la manipulation. Et donc, ce qui pose un problème d'éducation aux médias. L'éducation aux médias et à l'information est la panacée aujourd'hui. La manipulation de l'information, elle existe depuis belle lurette, mais avec la montée des réseaux sociaux et l'effet multiplicateur qu'ils ont, les citoyens n'ont pas toujours, les rudiments pour s'en apercevoir. Donc, il faut les sensibiliser et il faut féliciter justement ce partenariat avec la Conrad qui permet cette émission pour informer les citoyens des outils, des méthodes, des attitudes à avoir. L'éducation aux médias est la panacée pour éclairer justement l'opinion, que les citoyens soient alertes et avertis devant les fake news. Le courrier des auditeurs. Dès lors, Nesmond, nous allons vous présenter les réactions des populations sur les réseaux sociaux. Vous allez écouter avec nous pour voir pourquoi ils vont sur les réseaux sociaux, qu'est-ce qu'ils vont chercher sur les réseaux, et ensuite on reviendra à vous. Il y a beaucoup de choses à chercher sur les réseaux sociaux. Il y a des réseaux sociaux qui sont plus professionnels, des réseaux sociaux qui sont plus pour envoyer des informations à la famille, des photos. Ça dépend quels réseaux sociaux vous parlez. Moi, personnellement, j'utilise LinkedIn, par exemple, pour le professionnel, Facebook pour personnel, et j'envoie des informations en général sur Facebook, sur des gens que je connais personnellement.
Je n'envoie pas à n'importe qui. Sur LinkedIn, c'est plus professionnel. Là, je fais des recherches pour connaître des personnes d'affaires. En général, je ne fais pas confiance aux réseaux sociaux. Je cherche à avoir le vrai contact de la personne, de faire un appel vidéo ou de le rencontrer pour voir vraiment à qui j'ai en face. La plupart des gens qui sont là-bas aujourd'hui, c'est pas des vrais personnages, c'est des personnages qui se camouflent derrière des profils qui sont faux. Je fréquente pas vraiment les réseaux sociaux. Je les utilise pour des nécessités de travail. Les moyens que j'ai pour vérifier ces informations, aller rechercher ces informations sur les médias, sur la presse, je veux dire, ordinaire, que nous connaissons. Et donc, si c'est confirmé au niveau de la presse, alors je peux dire que ces informations sont réelles. Sinon, si ce n'est pas confirmé, alors nous serons dans une situation de fake news. Il y a aussi Google qui nous accompagne dans la recherche de la véracité de l'information. Et donc, on peut aussi se retourner vers Google qui pourra nous permettre effectivement de vérifier l'information qui nous est donnée. De faire très attention à tout ce qu'ils peuvent voir sur les réseaux sociaux. En termes d'information, vraiment qu'ils prennent cela avec beaucoup de pincettes. De d'abord chercher à les valider avant vraiment de les divulguer à leur tour ou bien de les retransmettre à leur tour. Parce que beaucoup de choses se disent, mais peu sont réellement vraies. C'est ce que je peux dire. Delors, vous venez d'écouter ce micro-trottoir que nous avons réalisé à l'intérieur du pays sur les attentes et ce qui guide ou motive les internautes à aller sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter? Je suis satisfaite des réactions du public à l'intérieur du pays, ce qui veut dire que les efforts de l'éducation aux médias qui se font depuis ces dernières années en Côte d'Ivoire commencent à porter des fruits parce que les gens sont de plus en plus alertes, se posent des questions et disent attention, je ne fais pas toujours confiance. Et en même temps, ils montrent aussi que l'importance des réseaux sociaux, je vais pour les questions professionnelles. Et on a entendu aussi que Google est mon compagnon. Donc, ça veut dire qu'on a des réflexes maintenant. On sait qu'on doit faire attention et que c'est quand même un outil nécessaire pour le travail. Et là, c'est positif. Est-ce qu'il faut réguler, oui ou non, les réseaux sociaux? Contrairement à ce que l'on pense, les réseaux sociaux ne sont pas un lieu de non-droit, en tout cas pas en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, plusieurs lois existent qui réglementent les réseaux sociaux. Depuis 2012, il y a eu les premières directives et en 2013, on a eu les premières lois, notamment la loi sur la cybercriminalité en Côte d'Ivoire qui punit les infractions sur les réseaux sociaux. C'est vrai, à l'époque, les législateurs entendaient punir le phénomène qu'on appelle le phénomène des brouteurs, ça veut dire les arnaqueurs en ligne. Et c'est cette loi-là, et ceux-là sont considérés comme des criminels. Et malheureusement, c'est cette loi qui punit le délit d'opinion sur les réseaux sociaux. Donc, le plaidoyer, c'est de faire en sorte qu'il y ait peut-être une loi spécifique pour le délit d'opinion qui permet d'alléger plus ou moins les peines parce que on peut aussi pécher par ignorance. Lorsqu'on partage une fausse information sans savoir quelle était une fausse information et qu'on est traité comme un criminel, prenez que ça peut poser un problème de droits de l'homme. En plus de la loi sur la cybercriminalité de 2013, en 2017, la Côte d'Ivoire a pris une loi sur la presse. Et cette loi sur la presse tient compte des réseaux sociaux, notamment lorsqu'elle dit par tout moyen de communication. Et d'ailleurs, le procureur de la République a déjà mené des actions auprès de cyberactivistes en se basant sur la loi sur la presse. Donc, on voit qu'une loi pour des journalistes qui punit des citoyens, journalistes et citoyens ordinaires. Donc, le problème que ça peut poser, c'est que le journaliste professionnel, lui, il est protégé par sa carte de presse. Il ne va pas en prison dans la loi sur la presse. Mais la loi sur la presse ne dit pas que le citoyen journaliste ne va pas en prison. C'est pourquoi il est intéressant de faire des réformes pour permettre de tenir compte du délit d'opinion avec ces nouvelles formes d'expression aujourd'hui. La technique du jour. Et nous allons parler de la technique du jour où l'invité peut également partager un outil de lutte contre les fake news ou conseiller des attitudes à avoir face à une vidéo ou à une allégation. D'accord, j'ai envie de parler de la question des deepfakes aujourd'hui, dont on parle peu. On aborde la question de la désinformation. Et les deepfakes fait allusion aux vidéos truquées au moyen de technologies artificielles, l'intelligence artificielle. Donc, la vidéo originale est là. Et puis, l'individu qui a envie de la manipuler utilise des logiciels et tout cela. Il transforme la personnalité qui parle en lui prêtant des propos, en lui attribuant des propos. Et quand on voit la vidéo, on se dit, bon, peut-être qu'on va nous faire des fake news à travers des tests, des images, mais écoutez, quand même, ça, c'est une vidéo. Donc, c'est tellement insidieux qu'on ne s'en rend pas compte tout de suite. Mais il faut faire attention
attention. Lorsqu'on a une vidéo qui nous semble virale, il faut toujours s'adresser aux outils de recherche, les moteurs de recherche concernant les vidéos. La deepfake, généralement, elle est utilisée dans les cas des revenge porn. Les arnaqueurs également le font. On vous transforme dans une vidéo en train de vous montrer dans des ébats sexuels et on vous fait du chantage. Et souvent, vous voyez des citoyens se plaindre pour dire « Mon image a été utilisée, je me reconnais pas. Il y a une vidéo de moi qui circule et qu'on me demande de l'argent. » Et ça, souvent, ça vous affecte. Heureusement que la loi existe. La loi, c'est la cybercriminalité. Punir tout cela, il faut se rendre à la police de la lutte contre la cybercriminalité pour pouvoir réclamer ses droits et se plaindre. Mais au-delà de ça aussi, il y a des outils en ligne qui nous permettent de vérifier les vidéos. Donc, permettent de savoir si une vidéo a été trafiquée également. Ce sont des outils qu'on connaît ici, mais dont la plus simple, c'est Google, hein. Pour aller sur Google Vidéo, Google Images, c'est ce qui est plus simple. Après, il y a InVid, qui permet de donner l'historique de la vidéo, combien de fois elle a été utilisée, et on arrive même à voir la vidéo originale qui a été truquée en fait. Donc oui, le deepfake, il est tellement insidieux, et je me disais qu'il fallait quand même qu'on en parle. D'accord. Est-ce qu'aujourd'hui, pour vous, il faut restreindre l'utilisation des réseaux sociaux? La question que vous posez aborde la thématique de l'hygiène numérique. Il faut avoir une hygiène numérique. Parce que tout ce qu'on met sur Internet, dès qu'on a utilisé notre smartphone, il faut savoir que c'est dans le domaine public. Tout le monde peut avoir accès et faire ce qu'on veut. Donc, ne pas présenter ce qu'on ne voudrait pas que les gens sachent, en fait. C'est comme dans la vie de tous les jours. On est parfois dupe. On ne dit pas à tout le monde qui on est parce qu'on ne veut pas fournir des informations sur nous. C'est pareil avec les réseaux sociaux. On n'est pas obligé de communiquer sur tout ce qu'on fait dans la vie privée. Après aussi, il y a la liberté. Quand on parle de l'hygiène numérique, les gens posent aussi la question de la liberté, comme la liberté d'expression, la liberté de faire ce que je veux sur ma plateforme, sur mon profil. Si j'ai envie de montrer que je suis en vacances à Paris, je le fais. J'ai envie de montrer à mes amis, j'ai la liberté de le faire. Et que, au contraire, c'est ceux qui utilisent mes images pour les manipuler qui sont des fautifs et non moi qui dois être encore remis en cause parce que j'aurais vécu sainement, naturellement en fait. Donc la question se pose aussi en termes d'hygiène numérique. Merci beaucoup Nesmond Delors, vous nous avez accompagnés durant cette émission dans le cadre donc de Pandémie des fake news, une émission qui nous permet de sensibiliser et d'éduquer les populations sur l'utilisation des réseaux sociaux. Le thème qui nous a réunis aujourd'hui était médias alternatifs et la question des fake news. Merci de nous avoir accompagnés. Bon après-midi à vous. Passez une très bonne journée à l'écoute des programmes de Radio de la Paix. Et puis, les portes de la radio vous sont ouvertes. Merci à vous. Merci Ben Diakité. Merci aux éditeurs. La Fondation Konrad Adenauer, en partenariat avec Radio de la Paix, vous a présenté Pandémie des fake news.